Mesdames, Messieurs, bonjour. Voilà, donc, Madame la rapporteure, chers collègues, Mesdames, Messieurs les auditionnés, nous voici aujourd'hui réunis pour la première véritable réunion de la troisième partie des travaux de notre groupe de travail consacré aux conditions de travail à l'Assemblée nationale et au statut des collaborateurs parlementaires. Alors, comme vous le savez, nous allons procéder au fil des mois qui viennent à un certain nombre d'auditions sur le thème des risques psychosociaux et du harcèlement. Alors, je vous rappelle que notre réunion est diffusée en direct sur le canal vidéo interne de l'Assemblée nationale et qu'un compte-rendu en sera établi puis mis à la disposition de chacun sur le site de l'Assemblée. Alors, Madame Jacqueline Maquet et moi-même avons estimé que cette première série d'auditions devait avant tout nous permettre de cerner les notions fondamentales autour desquelles nous allons travailler. Les concepts de risque psychosocial d'une part et de celui du harcèlement doivent être précisément définis. Chacun peut en avoir une définition personnelle, mais il est important de s'entendre sur ce que ces deux notions recouvrent exactement, ce qui permettra de guider ensuite l'ensemble de nos travaux. Pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Madame Marie-France Irigoyen, docteur en médecine, psychiatre et psychanalyste spécialiste reconnu du harcèlement moral et sexuel. Monsieur Gérard Valéry, professeur des universités, directeur du diplôme d'université RPS et santé au travail à l'université d'Amiens. C'est vous, monsieur? D'accord. Deux représentants du groupe d'études sur le travail et la santé au travail, GEST, donc, avec un S à la fin, en la personne de monsieur Grégor Bouville, par ailleurs maître de conférence en sciences de gestion à l'Université de Paris-Dauphine, et monsieur Marc Loriol, également sociologue du travail et de la santé. Alors, la question qui nous réunit aujourd'hui est donc celle de la définition. Et la notion de RPS est fréquemment confondue avec celle de stress, alors que plusieurs travaux, comme par exemple le rapport rendu en mai 2011 par la Commission des affaires sociales de l'Assemblée, montrent que c'est un concept beaucoup plus large. Compte tenu du temps qui nous est aujourd'hui imparti, je vous propose de procéder de la façon suivante. Alors, je vous propose de laisser tout d'abord la parole aux intervenants pour une... Oui, non mais attendez. Peut-être que les intervenants ont une précision à faire en début. Tu préfères que faire comme ça, hein? Ah oui, non, d'accord. Voilà. Et ensuite, nous redonnerons... voilà, donc je vais vous laisser un laps de temps, un parti d'environ entre 5 et 10 minutes, même, oui, plutôt 5 que 10, de manière à pouvoir répondre à des questions, pour introduire le sujet, selon vous. Et ensuite, on reprendra la parole de Madame Maquet, qui est rapporteure de notre groupe de travail, posera quelques questions. Nos collègues qui sont là seront invités à poser quelques questions. J'en poserai sûrement. Et nous retournerons vers vous pour attendre des réponses. Voilà comment nous allons procéder. Alors, Madame Irigoyen, si vous voulez... Peut-être bien présenter nos collègues députés. D'où ils viennent? Oui, si vous voulez. Donc, vous présentez vite fait. Gilles, si tu veux... C'est un groupe qui redémarre. Donc, Madame la rapporteure demande à ce que vous vous présentiez, mais très vite fait, c'est-à-dire en 32 secondes à peu près. Merci. Alors, on peut commencer par les dames, hein, pardon. Hein. Non, parce que comme tu étais sur ton ordinateur, c'est pour ça que... Bonjour, donc Nicole Triss, députée de la Moselle. Voilà. Merci pour... c'est très bien, très bien. Claire Pitola, députée des Bouches-du-Rhône. Donc, Gilles Lurton, député de Saint-Malo. Merci, très bien. Madame Irigoyen, vous avez la parole. Oui, alors merci de me permettre de m'exprimer sur ce sujet. Donc vous souhaitez que l'on vous redonne les fondamentaux, ce que c'est pas au fond. Alors, pour être plus précise, je dirais que j'ai organisé avec une association internationale sur le harcèlement en mois de juin à Bordeaux un grand congrès regroupant tous les spécialistes mondiaux sur le harcèlement.
et les risques psychosociaux, mais avant tout les harcèlements. Quand je dis les harcèlements, harcèlement moral et harcèlement sexuel. C'est important de le préciser parce que nous sommes tous d'accord sur une définition, qui est une définition internationale, et que effectivement, on tend un peu à le confondre avec les risques psychosociaux. La notion de harcèlement en France est apparue en 1998 à partir de mon livre sur le harcèlement moral, à un moment où n'existait pas la définition des risques psychosociaux. Mais il n'empêche que dans d'autres pays, je parle des pays nordiques, il y avait un intérêt sur la prévention des maladies liées au travail, des problématiques liées au travail, problématiques psychiques. Et il y avait déjà des études qui correspondaient à une prise en compte des risques psychosociaux. Dans des pays comme la France ou le Japon, où il n'y avait pas ces études spécifiques, la prise de conscience du harcèlement moral s'est faite à partir des cliniciens, c'est-à-dire, moi, en France, à partir de mes patients. C'est-à-dire que c'est une problématique qui est une problématique liée à un contexte organisationnel, mais qui touche les personnes de façon individuelle. Et c'est aussi pour ça que ça n'avait pas été pris en compte, je dirais, par exemple, par les syndicats qui étaient davantage centrés sur les luttes collectives. Assez vite, on a pris conscience que cette problématique ne concernait pas que le secteur privé, mais également, mais aussi essentiellement, le secteur public. On a vu assez vite que le harcèlement durait beaucoup plus longtemps dans le secteur public, était souvent beaucoup plus grave, parce qu'il y a moins de protection, et on reviendra sur peut-être d'autres le feront, ou peut-être moi. L'évolution de la loi a amené de plus en plus de protections, mais les protections sont moindres dans le secteur public. Mais ça, on y reviendra. Donc, qu'est-ce que c'est le harcèlement ? Le harcèlement, alors je précise le texte de loi, j'ai participé à l'élaboration de ce texte. Le texte dit un ensemble d'agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits des salariés ou personnes de la fonction publique, et sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, de compromettre son avenir professionnel. Ce qui est important à voir, c'est que dans cette définition, on ne nomme pas les agissements, mais on s'appuie on le définit par les conséquences sur la santé et surtout sur la dignité de la personne. Quels que soient les pays, on a 3 facteurs qui se retrouvent dans toutes les définitions. Pour qu'on parle de harcèlement, il faut que les agissements soient répétés, sauf pour le cas de harcèlement sexuel par abus de pouvoir, et sauf pour la discrimination où un seul agissement peut suffire. Pour qu'on parle de harcèlement, il faut aussi que ce soit une relation complémentaire. Alors, qu'est-ce que c'est une relation complémentaire ? C'est celui où la personne ou le groupe de personnes qui harcèlent sont en position de pouvoir, soit parce que, en raison du lien de subordination, soit parce que la personne abuse d'une compétence dont l'autre peut avoir besoin, ou bien une asymétrie peut venir en raison d'une vulnérabilité conjoncturelle d'une personne. Je prends un exemple, c'est classique, c'est le retour de congé maternité ou le retour de congé maladie. C'est très souvent, il y a une possibilité là de prise de pouvoir de l'un par l'autre. Et également, la définition dit agissements qui ont pour objet ou pour effet, il n'y a pas besoin qu'il y ait une intentionnalité, que les agissements soient intentionnels, qu'il y ait une intentionnalité malveillante. Alors, ça, c'est un petit peu plus compliqué à percevoir parce que j'ai
entre autres, participé à ce genre d'audition pour les administrations européennes, où ils ont un texte pour tous les parlements européens, Commission européenne, ils ont un texte interne pour le harcèlement, et eux retiennent la notion d'intentionnalité. Dans la plupart des pays, la notion d'intentionnalité n'est pas retenue. On peut harceler sans le faire exprès, par maladresse, par incompétence, par tout ce qu'on veut, mais en tous les cas sans vraiment le faire, sans le vouloir. Pourtant, la notion d'intentionnalité n'est pas indifférente pour la personne ciblée. C'est pas la même chose d'être malmené par un groupe, par des mauvaises conditions de travail, et parce qu'on a l'impression qu'on essaie de se débarrasser de vous, on essaie de vous mettre de côté. Il y a une systématisation qu'il n'y a pas dans le stress au travail, par exemple. Alors, il faut quand même être prudent parce que une personne qui se plaint d'être victime de harcèlement, d'où l'importance de bien différencier avec les risques psychosociaux, une personne qui se plaint de harcèlement se base sur un ressenti, et son ressenti ne correspond pas forcément à la définition scientifique et légale. Il faut aussi tenir compte de ce qu'on appelle le phénomène d'attribution d'intentions hostiles. C'est-à-dire que quand on est fragilisé dans une situation d'interaction ambiguë, par exemple, une personne peut être amenée à interpréter à tort qu'autrui lui est hostile. Il faut savoir aussi que les harceleurs sont rarement conscients de la gravité de leurs agissements. Soit ils ne perçoivent pas ce qui dans leur comportement pose problème, soit ils considèrent que leur comportement est justifié étant donné le contexte. Alors, différence avec les autres risques psychosociaux, le harcèlement, c'est un risque psychosocial parmi d'autres risques psychosociaux. Les autres risques psychosociaux, c'est le stress, les conflits, les violences externes, et aussi le stress et le burn-out. Alors, je voudrais juste dire un mot sur le burn-out, qui est un terme qui est extrêmement banalisé, même très à la mode en ce moment. Le burn-out, c'est une notion, je le précise, qui n'est pas reconnue, qui n'est répertoriée dans aucune classification internationale des maladies mentales, que ce soit le DSM-5 ou que ce soit le CIM. Dans ces classifications, on parle de troubles de l'adaptation, ce qui ne veut pas dire grand-chose. On a du mal à le différencier d'un stress intense et chronique ou d'une dépression. En fait, c'est une problématique qui se situe à la croisée de l'individuel, du collectif et de l'organisationnel. Donc, ça concerne plusieurs disciplines et c'est plus une maladie, je dirais, de civilisation. Le burn-out, ce sont des personnes qui ont investi leur travail, surinvesti leur travail et qui ont intériorisé un discours managérial classique où on demande de s'investir et de s'investir beaucoup trop. Ce sont des personnes consciencieuses, scrupuleuses, qui cherchent à se réaliser à travers leur travail. Alors, il y a un épuisement émotionnel qui apparaît, un désinvestissement des relations personnelles qui peut aller jusqu'à un cynisme et une baisse du sentiment d'accomplissement personnel. Alors, ça permet, le terme burn-out est un terme qui permet une externalisation de la responsabilité puisque c'est pas lié à moi, c'est pas de ma faute. Mais c'est un trop grand investissement du travail. Pour simplifier, j'aurais un peu envie de dire que le burn-out, c'est du harcèlement, de l'auto-harcèlement. C'est la personne qui se met elle-même la pression
au point de se rendre malade et d'arriver jusqu'en arrêt maladie. Je ne sais pas si j'ai le temps, je voudrais juste dire un mot sur le harcèlement sexuel. Harcèlement sexuel qui est très lié très bref, qui est très lié au harcèlement moral, parce que je vois énormément de personnes qui n'osent pas parler de harcèlement sexuel et qui viennent consulter, par exemple, pour du harcèlement moral. Et quand je les entends, je dis, ben, non, ce n'est pas du harcèlement moral, c'est du harcèlement sexuel. Et c'est encore plus difficile de dénoncer du harcèlement sexuel et du harcèlement moral, mais ça, c'est quelque chose dont on pourra reparler. Merci, merci madame. Monsieur Valéry, voulez-vous dire un mot à ce sujet? Ah, et pardon, excusez-moi, merci. Le premier point, c'est déjà de dire que quand on regarde un petit peu l'évolution des termes, on voit bien que RPS, c'est un terme qui a évolué dans la littérature et dans les journaux pour passer progressivement vers le terme de QVT. En gros, en termes de nombre en termes de circulation de ce vocable, on est passé des RPS au QVT, et je pense que l'accord 2013 sur la QVT a aussi participer à cela, mais ça veut dire aussi que si les RPS sont assez mal définis, enfin ils étaient quand même très centrés sur un certain nombre de phénomènes, QVT, on est sur un objet beaucoup plus large, peut-être beaucoup plus flou, qui est censé intégrer ces questions de QVT. Donc ça pose à la fois des questions de définition, mais aussi des questions de la manière dont les structures et les personnes et les acteurs s'approprient ce terme-là. Deuxième point, c'est quand même, il faut noter qu'il y a eu ces dernières années beaucoup d'accords sur la question des RPS, même si le terme n'est pas défini et reconnu par la loi, sauf la question du harcèlement. Il y a quand même un certain nombre d'accords, et en particulier l'accord cadre fait sur la prévention des RPS dans la fonction publique, ce qui montre qu'il y a quand même plus une sensibilisation et quand même un certain nombre d'actions, que ce soit du côté de l'État, que ce soit du côté des branches, du côté des structures. Donc les choses bougent quand même. Troisième point qu'il faut rappeler, c'est que ces questions de RPS, c'est un coût énorme, et c'est un coût qui se situe de manière un peu triangulaire sur la question de la personne, évidemment. C'est un coût sur l'individu et sur sa santé. Il faut le dire, qu'elle soit d'ailleurs psychique ou physique. C'est un coût pour les structures, pour les entreprises, et c'est un coût pour la société, de façon plus large. Je rappelle que le coût estimé est en 2 à 3 milliards d'euros, ce qui n'est quand même pas rien, d'où la nécessité de continuer à se pencher sur ce phénomène. Quatrième point, il faut quand même rappeler que ces questions de RPS, là, ils ont été définis en tant que phénomène, génère un certain nombre de troubles. On a tendance à associer RPS et troubles, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, parce que le trouble, c'est une des conséquences de ces situations de RPS, stress, violence interne-externe, burn-out, et puis plus récemment, un terme émerge, c'est toutes les questions de l'isolement au travail. Il y a d'ailleurs un certain nombre d'actions qui sont menées pour lutter contre cela, et puis tous les comportements antisociaux au sein des structures. Donc, le travail, je me centrerai quand même là-dessus, c'est bien parce que le travail se transforme, a évolué. Et d'ailleurs, souvent, autour des caractères d'urgence, autour des caractères de morcellement, et puis dans une certaine contradiction, je ne vais pas développer cette question-là, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les questions du travail et du travail réel, en quoi le travail, les situations de travail peuvent être émergentes de problématiques, de phénomènes de type RPS. Mais on est un peu dans une contradiction, globalement, entre une recherche d'autonomie et de responsabilisation des personnes, tout en les contraignant. Donc ils sont un peu dans des situations un peu paradoxales. C'est un exemple du fait de cette évolution
l'évolution des situations de travail. Et puis on peut dire que tout le développement de la digitalisation et du numérique peuvent renforcer aussi ce type de phénomène. Et sixième point, toujours dans cette présentation forcément succincte, c'est qu'il y a un certain nombre de facteurs qui sont à la fois explicatifs et sur lesquels on peut travailler autour de cette prévention. Et il vaut mieux viser la prévention primaire, prévention des RPS. Et trois grands facteurs qui sont des facteurs imbriqués, c'est des facteurs qui sont liés au travail lui-même, hein, en termes d'intensité, de complexité, des facteurs qui sont liés à l'organisation du travail, en termes de charge, et on voit apparaître des phénomènes nouveaux en termes de charge mentale, en termes de moyens mis à disposition, et puis tout un registre autour des questions des relations au travail, que ce soit les relations entre individus ou les relations en termes de relations managériales. Et puis on sait que la question du faible niveau de soutien social est un facteur qui dégrade les conditions de travail. Voilà ce que j'avais à dire. On pourrait aussi rajouter un point important qui est peut-être un levier pour nous. Un certain nombre d'enquêtes, je pense notamment aux travaux de Dominique Méda, montrent qu'en France, on a un paradoxe particulier. C'est que les Français sont très attachés au travail. Plus de 70% des Français pensent que le travail est primordial dans leur vie et ils sont plutôt sur des facteurs de reconnaissance, des facteurs identitaires et moins matériels, même si la question matérielle est importante. Et du coup, par rapport à d'autres Européens. Et du coup, il y a ce paradoxe de cet attachement au travail et du fait qu'il a tendance à rejeter le travail. Donc finalement, c'est plutôt la question des conditions de travail qui se pose. Autrement dit, ce ne sont pas les gens qui sont malades, c'est le travail qui est malade. Et c'est là-dessus qu'il faut agir pour pouvoir faire évoluer les choses dans une prévention primaire. Voilà. Après, on pourra répondre à un certain nombre de questions si vous le désirez. Merci, Monsieur Valéry. Monsieur Loriol. Merci. Alors, pour compléter ce qui a été dit, je ne sais pas si ça marche. Voilà. Et donc, pour compléter ce qui a été dit, je voudrais quand même revenir à cette question de définition qui est une question compliquée dans la mesure où il n'est pas évident que les mots RPS, stress, burn-out, harcèlement moral soient compris de la même façon d'un métier à l'autre. Mes propres recherches illustrent cette question-là. J'ai travaillé sur des mondes professionnels très différents qui sont le monde industriel, le monde de l'hôpital, celui de la sécurité publique, celui des transports publics. J'ai travaillé aussi sur des TPE, sur des entreprises artisanales. Et plus récemment, sur la question du harcèlement moral, je m'intéresse, et Marie-France Irigoyen l'a évoqué, aux différences nationales. C'est-à-dire qu'il n'est pas certain que l'on mette exactement la même chose d'un pays à l'autre derrière ces notions. D'ailleurs, il existe des mots différents. Marie-France Irigoyen a rappelé qu'on est parti en France sur la notion de harcèlement moral suite à ces travaux. Dans d'autres pays, par exemple dans les pays scandinaves et l'Europe du Nord, c'est plutôt le terme mobbing qui a été popularisé, qui a ensuite fait ses petits dans d'autres pays, par exemple en Italie. Je fais une comparaison actuellement avec des collègues France-Italie sur la façon dont le harcèlement moral est perçu, et c'est le terme mobbing en Italie qui a retenu l'attention, alors qu'en Angleterre, on a parlé en Grande-Bretagne de bullying, avec à chaque fois une histoire assez différente. Alors, si effectivement, Marie-France Irigoyen l'a rappelé, il y a un travail international de codification, de réflexion, d'échange qui permet d'essayer qu'on s'entende mieux les uns les autres, qu'on comprenne mieux de quoi il s'agit. Il n'en reste pas moins qu'il existe des différences nationales importantes, de la même façon qu'il existe des différences très fortes entre métiers. Alors, pour le sociologue, parce que moi je suis sociologue, et mon point de vue, Marie-France l'a rappelé, elle a un point de vue de clinicien. Moi j'ai un point de vue de sociologue, c'est-à-dire que j'essaye de comprendre comment ça se passe dans les entreprises, plutôt que comment ça se passe dans les personnes, si je peux dire, pour dire un peu rapidement les choses. Et donc, de mon point de vue de sociologue, ce qui est important dans l'approche des risques psychosociaux, c'est de comprendre la notion de processus. C'est-à-dire que les risques psychosociaux sont un ensemble assez hétérogène de catégories, ça a été rappelé, qui n'ont pas forcément le même statut ou le même type de définition ou de place par rapport à la nosologie, nosographie médicale ou psychiatrique existante. Et par conséquent, ce qui est souvent difficile à comprendre, c'est l'effet du temps. C'est-à-dire qu'on a souvent affaire à des processus, que ce soit dans le burn-out ou dans le harcèlement moral, mais ce n'est pas la même chose. On a un point commun qui est celui que finalement, il y a une situation où, au cours du temps,
on a une dégradation avec ce que les sociologues interactionnistes appellent l'absence d'accommodement. Les accommodements sont des solutions qui sont trouvées au sein du groupe pour faire qu'un problème va être géré ou pas géré. Si on prend l'exemple du harcèlement moral, on peut évoquer ce processus en disant que un certain nombre de comportements négatifs ou d'actes agressifs vont être perçus et de façon différente d'un milieu social à l'autre. Par exemple, dans le milieu de la restauration et des cuisines gastronomiques, il y a une tolérance à la violence qui est plus forte que dans d'autres milieux. On peut prendre des tas d'autres exemples qui montrent ces différences. Certains actes vont être perçus comme intolérables, alors que d'autres secteurs vont être perçus comme tolérables. Et ensuite, les actes intolérables peuvent être gérés de façon différente. Ça a été évoqué par Marie-France Irigoyen. Il y a des formes de gestion plus collectives qui sont extrêmement variées. Ça peut aller du mouvement social, où on se met en grève, par exemple, contre un petit chef autoritaire. Ça peut prendre des formes de compromis, où on essaye de définir quels sont le niveau d'attente et d'exigence qui sont que la hiérarchie peut imposer ou ne pas imposer à ses subordonnés, ou ça peut être des formes d'entraide, d'entre-soi. Là, c'est un élément très important. L'importance de cette notion de harcèlement moral, elle est liée en grande partie, puisqu'on évoquait dans les évolutions du travail, au fait que de plus en plus de personnes se retrouvaient assez isolées et que ces réactions collectives sont devenues plus compliquées ou plus difficiles. Les travaux que je peine avec mes collègues italiens montrent bien qu'un des aspects modérateurs de l'effet de la violence au travail en Italie, c'est le fait que cette violence est souvent perçue comme une violence qui s'adresse à une catégorie, à un groupe. Ce n'est pas une personne qui est visée, mais c'est l'ensemble de la catégorie et du groupe qui est visé. Et en tout cas, c'est comme ça que c'est perçu par les salariés. Et du coup, il y a beaucoup moins de dévalorisation de soi, il y a moins de remise en cause personnelle, et donc au final, une plus grande tolérance ou moins de souffrance. Il y a aussi un contexte culturel qui est peut-être lié au fait que cette forme de violence dans les sociétés italiennes sont peut-être un peu plus tolérées qu'elles ne peuvent l'être dans d'autres sociétés. Même si globalement, le niveau de violence est moins fort en Italie qu'en France, ça c'est un autre problème. Donc, on a un processus qui, bien souvent, part de conflits qui, dans la plupart des cas, sont résolus de façon informelle dans les organisations. Il y a un désaccord sur la reconnaissance du travail, sur le niveau d'exigence qui est imposé, et les gens se mettent d'accord ou acceptent le point de vue des uns et des autres. Dans les cas de harcèlement moral qui arrivent à terme, finalement, on peut dire que c'est un processus qui n'a pas été autorégulé, géré en interne. Donc c'est la façon dont les sociologues vont approcher la question quand ils vont aller en entreprise. On se demande pourquoi dans telle organisation certaines difficultés sont régulées ou pas régulées. On peut dire la même chose du burn-out. Marie-France Irigoyen a rappelé que c'était un problème d'un idéal inatteignable. Dans une des études que j'ai menées ces dernières années, je me suis intéressé à des salles de concert dédiées aux musiques dites actuelles. Et je me suis rendu compte que dans une des salles, c'est pour ça que j'ai commencé cette recherche-là, on avait eu sur le poste de programmateur 3 cas de burn-out d'affilée. Donc 3 personnes qui sont cédées au même poste et qui ont toutes les 3 fait un burn-out reconnu comme tel. Et avec la caractéristique qui était que dans cette salle, il y avait une ambition extrêmement forte de vouloir faire à la fois du culturel, du social, de l'artistique, associer des groupes professionnels avec les amateurs, faire venir tous les milieux sociaux au concert, etc. Un ensemble de tâches qui sont tellement énormes que finalement, elles étaient inatteignables et que à chaque fois, les personnes s'épuisaient à vouloir faire toujours plus pour atteindre un idéal qu'ils n'atteignaient jamais. Dans d'autres salles, au contraire, et je m'arrêterai là, il y avait un consensus beaucoup plus fort sur ce qu'était finalement l'action qui était attendue, une action plus modeste, et finalement tout le monde était à peu près d'accord sur ce qu'était un concert réussi. Et par conséquent, même si les gens s'investissaient beaucoup, avaient un idéal très fort aussi bien que dans la première salle, cette organisation du travail qui définissait une image commune de ce qu'était un travail réussi faisait qu'il n'y avait pas ce burn-out. Donc c'est cette idée de processus qui est extrêmement importante à comprendre, en tout cas pour le regard sociologique, dès lors qu'on s'intéresse à un secteur particulier. Après, donc, il faut comprendre qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce secteur-là, comment les problèmes sont pensés, comment les catégories sont perçues, et comment les problèmes sont réglés ou pas réglés. Et c'est ça qui me semble important dans l'approche sociologique des RPS. Merci, M. Loriol. M. Bouville. Monsieur Sénou, vous pouvez, si vous le voulez, réintervenir après pendant la question. Vous voulez intervenir maintenant ? Oui, je préférerais faire une intervention. Oui. Alors, bonjour, merci de m'avoir invité pour cette audition. Donc, moi, je voudrais intervenir plutôt sur la partie déterminant
du harcèlement moral au travail à partir d'analyses que j'ai effectuées, soit tout seul, soit avec d'autres collègues, à partir des enquêtes SUMER, donc surveillance médicale des risques, qui sont des enquêtes effectuées par le ministère du Travail et son département de recherche, la DARES. Donc ces enquêtes sont très... Comment ? Nous restons dans la définition. Hein. Ah oui. D'accord. Alors, moi j'avais centré mon intervention sur les déterminants, mais ça peut-être aider à... Peut-être après, parce qu'il va y avoir des questions et sûrement, elles appelleront sûrement la réponse que vous êtes en train de nous signifier. Bon, Merci, excusez-nous, mais c'est par rapport au temps qui nous est imparti. Oui. Alors, Madame la rapporteure, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. D'abord, ma question s'adresse d'abord à Madame... Ah oui. Voilà, impeccable, merci. Ma question, elle s'adresse d'abord à Madame Irigoyen, mais je pense que tous les trois, et même quatre, hein, vous pouvez y répondre. En matière de harcèlement, Madame Irigoyen, vous avez indiqué dans votre ouvrage « Malaise dans le travail, harcèlement moral, démêler le vrai du faux », que l'on parle de harcèlement au travail. Seulement, depuis des années 2000, voire vous avez précisé 98, pourquoi cette notion est-elle sinon ignorée, du moins passée sous silence auparavant ? Très bonne question. Moi, j'ai pas mal réfléchi à l'origine du harcèlement moral. Je pense que la difficulté, quand on essaie de comprendre le harcèlement moral, on voit, moi je suis psychologue, psychiatre, on a un sociologue, psychosociologue, sociologue du travail, des différents intervenants, et le risque qu'il y a, c'est de tout morceler. Or, je crois que le harcèlement moral et les risques psychosociaux, il s'agit d'un processus complexe qui n'est pas lié à une cause unique, mais à différents facteurs qui sont psychologiques, sociologiques et managériaux. Et tous ces éléments interagissent. Or, il y a un changement, pour être assez brève, il y a un changement incontestable du monde du travail, et pas uniquement dans le secteur privé. Maintenant, on applique les méthodes de management au secteur public, et en conséquence, on met de plus en plus de pression aux personnes. Le management, quel qu'il soit, a perdu de vue la dimension humaine. On manage, même dans le secteur public, on manage avec des chiffres, avec des objectifs et des contrôles, des process, un petit peu partout. On ne dit même pas des procédures, on dit des process. On a anglicisé un petit peu tout. On met les personnes en concurrence pour sélectionner les meilleurs. On place les personnes en rivalité. On demande aux personnes de s'investir énormément et de se réaliser à travers le travail. Ça, bon, je ne vais pas le développer plus, effectivement. Dans ces méthodes ces organisations du travail, il peut y avoir des styles de management qui peuvent être plus ou moins destructeurs. Le style de management destructeur, ça peut être un management exagérément autoritaire. Dans ce cas-là, ça peut amener du harcèlement, ça amène du stress et de la pression, mais ça peut amener du harcèlement descendant. Ça peut être un management trop laxiste, où il n'y a pas de management, débrouillez-vous, ce qui compte, c'est les résultats. Et dans ce cas-là, eh bien, ça laisse le plus malin prendre le pouvoir. Ça peut amener donc du harcèlement entre collègues ou du harcèlement descendant. Et aussi, ce que moi j'appelle du harcèlement, du management pervers, où de l'extérieur, tout est impeccable, on a une bonne image à l'extérieur, et en fait, ce sont des jeux de pouvoir. Alors, ces raisons organisationnelles viennent se mettre en place dans un changement du monde moderne. Et le changement du monde moderne, c'est les nouvelles technologies, c'est la pression que nous mettons tous au niveau des informations, de la performance, du sport, etc., le mode de vie. Et
et le fait que nous voulons de plus en plus être autonomes et libres. Et singulièrement, comme ça a été dit, plus nous voulons être libres et plus nous mettons en place, se mettent en place des contraintes et de plus en plus de contraintes. Et en fait, autre élément, pour être brève, c'est des changements individuels, parce que ça, il faut avoir en tête que nous avons changé, parce que ce changement de la société, ce changement du monde du travail avec les nouvelles technologies, ça nous a changé, et que les gens sont de plus en plus en demande de reconnaissance. Et c'est ce qui explique que l'on met son identité à travers le travail. Alors, à plus forte raison, des lieux, excusez-moi, de prestige comme ici à l'Assemblée nationale, c'est toute l'identité de la personne qui est en jeu. Alors, le moindre anicroche va faire qu'on va se sentir disqualifié et qu'on peut, en fonction de ça, soit attribuer la raison à un collègue et se sentir harcelé ou être réellement harcelé, ou bien quand on est en burn-out et qu'on n'y arrive pas, parce que j'ai dit que ça amenait une sorte de cynisme protecteur, eh bien, on n'en a plus rien à faire, chacun pour soi, et à ce moment-là, on attaque les autres. Et donc, il y a un changement de mentalité qui a fait que, très clairement, le harcèlement qui a toujours existé, eh bien, là, maintenant, ça flambe. Merci, madame. Alors, nous allons procéder autrement. On va faire une salve de questions et puis on demande la parole à monsieur Bouville. Donc, madame la rapporteure, si vous avez 2 ou 3 autres questions, ensuite, je vais vous passer la parole à chacune et chacun d'entre vous pour pouvoir poser vos questions, hein, bien sûr. Merci. Le rapport de la Commission des affaires sociales de 2011 avait relevé l'importance du contexte économique et social sur le développement des RPS, la peur du chômage étant notamment un facteur aggravant. Comment de fait, messieurs, expliquez-vous, et même madame, le développement des RPS dans une administration comme l'Assemblée nationale où toutes les catégories sont touchées, y compris les fonctionnaires, alors que le cadre de travail dans lequel ils évoluent bénéficie d'une grande stabilité, peut-être plus qu'une entreprise privée. Je mettrai un bémol pour les collaborateurs des parlementaires qui, effectivement, ont systématiquement, je dirais, un contrat à durée déterminée de 5 ans. D'accord. Donc, obligatoirement. D'accord. Donc, merci de bien vouloir nous préciser pourquoi, dans un contexte comme celui-là, effectivement, on a des troubles psychosociaux. Non, pas maintenant. Ah oui, oui. Donc, est-ce que vous avez des questions, mes chers collègues? Juste une. Eh bien, d'accord. J'ai simplement une réflexion, c'est que je me rends compte que la notion de harcèlement n'est pas la même lorsqu'on travaille dans une cuisine, visiblement, comme lorsqu'on travaille dans un bureau. Donc, je le sais, hein, je suis issue de la société civile et je sais un peu comment ça se passe en fonction des métiers. C'est vrai qu'il y en a où le travail est plus dur dans tous les sens du terme que dans d'autres, mais je reste étonnée que ce soit, si c'est dit et exprimé, c'est que c'est avéré. Si c'est avéré, ce qui est étonnant, c'est que ce soit toléré. Voyez. Donc, c'était une remarque que je me faisais en vous écoutant les uns les autres. Ensuite, c'est vrai que le problème du ressenti, c'est tellement subjectif entre quelqu'un qui n'a pas l'impression de harceler parce qu'il lui parle d'une manière qui lui semble habituelle et la personne en face qui se sent du coup brimée parce qu'elle n'a pas l'habitude qu'on lui parle de cette manière qui semblait habituelle pour l'autre. C'est toute la difficulté qu'on va avoir effectivement. On est sur une crête à chaque fois. Et je me rends compte qu'on a beau intellectualiser, parler de concepts ou de parler de critères et de normes, ça me semble... c'est vrai que c'est quelque chose, j'allais dire, c'est vraiment de la science humaine parce que là, pour le coup, le subjectif est quelque chose d'important et d'essentiel, en fait, pour tout comprendre. Voilà, c'était les 2 remarques que je me suis faites en vous écoutant dans vos exposés qui sont fort intéressants. Merci, madame. Oui, allez-y, cher collègue. Je n'ai pas préparé de questions, mais j'apprécie la question de madame Maki. Mais il y a aussi le fait que dans les collectivités, effectivement, on a affaire à des fonctionnaires. Moi, j'ai été maire aussi, et des gens qui sont venus se plaindre à moi
Et je dis, mais maintenant, il faut déposer plainte. Ah ben non. Parce que s'il ne dépose pas plainte, la personne, on ne peut pas faire grand-chose. Et il y a toujours aussi, quand vous vivez dans une collectivité et puis que vous vivez dans le village, tout, c'est compliqué. C'est la peur des suites. C'est pas tellement encore ça devient plus, c'est cette peur de l'inconnu, quoi, des conséquences derrière. Mais c'est vrai qu'il y a des petits chefs qui sont des vrais harceleurs, pas forcément sexuels d'ailleurs. Et le harcèlement moral fait beaucoup de dégâts aussi. Voilà. Ok, merci. Pas d'autres questions de votre part, chers collègues? Non, moi j'en ai deux que je vais vous livrer. Alors, ma première question, donc c'est la suivante, c'est dans la mesure où les RPS mettent en jeu l'intégrité physique et la santé mentale des personnes, doit-on parler à leur sujet de véritables maladies qui concernent donc au premier chef les personnes, ou s'agit-il davantage d'un symptôme révélateur d'un environnement de travail inadéquat? Cette question n'est pas du tout innocente parce qu'elle va avoir des conséquences juridiques notamment et sociales. La deuxième question, elle porte davantage sur les remèdes à apporter là. Ça va rejoindre un petit peu ce que vous avez dit. Ça repose par exemple sur une... Alors, le remède à apporter, est-ce qu'il repose sur une meilleure gouvernance des entreprises ou des administrations, bien entendu? Est-ce que ça veut dire que la seule réponse à apporter au RPS, c'est une meilleure organisation du travail, une sensibilisation accrue de la hiérarchie à ce genre de problème? Ou est-ce qu'il y a des solutions plus larges? Voilà. Je vais donner la parole à M. Bouville, qui ne s'est pas encore exprimé, s'il le souhaite. Monsieur Bouville, votre micro, s'il vous plaît. Oui, en fait, je pensais à revenir sur un point, mais qui avait été un petit peu développé par Marie-France Irigoyen, qui est finalement dans les deux abords de la question du harcèlement moral au travail. On pourrait dire qu'il y a une première approche qu'on pourrait qualifier d'individuelle, où finalement on va s'intéresser à la personnalité, soit du bourreau ou de la victime, pour chercher à expliquer les raisons pour lesquelles elle est harcelée ou elle est harceleuse. Et donc, on va chercher à diagnostiquer des personnalités un peu troubles. Alors, Marie-France Irigoyen avait mis en avant des personnalités de type pervers narcissique. Et puis, du côté de la victime, ce serait plutôt des personnalités fragiles, introverties, etc. Ah non. Oui. Et puis, il y a une autre approche qui serait plutôt organisationnelle, qui va chercher à plutôt identifier des facteurs organisationnels, donc liés soit à l'organisation du travail, soit aux conditions de travail, soit au système de management, donc aux pratiques de gestion des ressources humaines, ou alors va s'intéresser aux ressources professionnelles fournies aux salariés. Donc voilà les deux grandes approches qu'on retrouve dans la littérature. Et donc parfois on va privilégier une approche plutôt individuelle dans certaines disciplines et parfois une approche plutôt organisationnelle dans des disciplines comme l'épidémiologie ou la sociologie. Donc je laisse Marie-France qui corrige, qui veut rectifier mes propos sur le rôle du pervers narcissique. Merci, je vous en prie. Merci, Monsieur Bouville. Chers collègues, si vous voulez poser une question. Je veux bien, peut-être que ça a été déjà abordé. Moi, ce qui me pose beaucoup de questions, c'est la notion de perception, en fait, dans tous ces sujets-là. Comment on arrive dans des environnements de travail assez divers. Ici, à l'Assemblée, l'environnement est un peu particulier. Comment on arrive finalement de discussions, de personnes qui peuvent exprimer des difficultés, une souffrance, un mal-être. Comment on arrive à se dire, tiens, là, il y a quelque chose qui est de l'ordre des risques psychosociaux, de l'ordre du harcèlement. Vous l'avez dit, c'est compliqué de faire la différence parfois entre moral et sexuel. C'est compliqué aussi de faire bien la distinction de ce qui est du risque et ensuite on passe à des troubles. Et comment on arrive à pouvoir, alors qu'on est beaucoup dans l'ordre de la perception,
de l'individu. Comment on arrive à vraiment pouvoir détecter, on va dire, de manière assez objective, si c'est possible? D'accord, très bien. Je vais distribuer la parole. Donc, Madame Irigoyen, peut-être pour répondre à Monsieur Bouville, puis à l'ensemble des questions, puis ensuite je passerai la parole à Monsieur Valéry et Loriol s'il le souhaite. Donc, on va essayer de partager le temps. Merci. Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'avoir une approche, un angle organisationnel dans l'approche n'empêche pas qu'il y ait de l'individuel. Ça ne s'exclut absolument pas. La prévention des risques psychosociaux en général et du harcèlement en particulier ne peut se faire qu'au niveau organisationnel, au niveau général. Et qu'ensuite, ça n'empêche pas d'écouter les personnes et d'essayer de voir comment on peut entendre leurs plaintes. Effectivement, vous avez parlé tout à l'heure des métiers de bouche. Très clairement, dans les métiers de bouche, les apprentis sont souvent maltraités. C'est même plus du harcèlement, c'est de la maltraitance. Si ce n'est qu'ils sont jeunes et ils y croient et ils ont une grande tolérance à cette situation parce que d'une certaine façon, ils estiment qu'il faut passer par là. Sauf que cette tolérance, elle est individuelle. C'est-à-dire que l'un peut tout à fait dire moi, je ne trouve pas ça normal quand on me traite de cette façon. De la même façon, les enquêtes ont montré que les personnes qui sont les plus harcelées sont les personnes plus âgées, les personnes qui reviennent de congé maladie ou de congé maternité. Pourquoi? Parce que ces personnes ont été fragilisées. Je crois que si on veut faire une prévention des risques psychosociaux et du harcèlement, il faut mettre en place tout cela, c'est-à-dire à la fois travailler sur le collectif, et ça, il y a des professionnels qui s'en chargent, et il y a au niveau du ministère du Travail, il y a des process qui sont expliqués. Donc, une approche collective, et puis aussi tenir en compte les individus. Pour ça, il faudrait qu'il y ait des lieux d'écoute, des lieux d'échange. Or, le monde du travail actuel met de moins en moins ces lieux-là. Et donc, les petites plaintes, il faudrait pouvoir écouter les petites plaintes individuelles pour désamorcer ces petits dérapages. Or, si on écoute les petites choses, on va désamorcer, je dirais, les 3/4 des situations. Dans les administrations européennes, ils ont mis en place des personnes qui sont formées, qui sont là pour écouter ces plaintes, de façon à ne pas les laisser prendre trop de place, qui sont donc des personnes. Le harcèlement moral et encore plus le harcèlement sexuel, c'est très difficile d'aller en parler à son chef. C'est très difficile de s'adresser à un délégué syndical, etc. Il faudrait pouvoir être accompagné là-dedans. Il faudrait pouvoir savoir qu'est-ce que je fais, à qui je vais parler dans un lieu comme ici avec des statuts différents, à qui je vais parler quand je suis en souffrance. Eh bien, la plupart des gens ne le savent pas. Alors du coup, ça dégénère. Et une fois que ça dégénère, ça devient réellement du harcèlement. Et là, on est dans du juridique et quelque chose qui devient beaucoup plus difficile à traiter. Merci, madame. Monsieur Valéry Loriol. Oui, alors, Monsieur Valéry, allez-y. Rapidement, parce que beaucoup de choses ont été dites et c'est des points que je partage totalement. Juste pour dire qu'effectivement, il faut comprendre le phénomène de RPS comme un processus. Et dans ce cadre-là, il faut faire de la prévention primaire et se donner les moyens d'avoir des cadres adaptés, cadres dans lesquels les gens peuvent
dire des choses, s'exprimer et préparer ensemble des changements possibles. Par rapport à ce qui a été dit et par rapport à la question sur pourquoi ici, à l'Assemblée, il y a aussi ce phénomène de RPS, j'ai envie de dire, c'est un cadre de travail pas tout à fait comme un autre, mais bon, il y a des individus il y a des transformations du travail qui s'y jouent aussi. Transformation du travail, puisqu'il a été dit aussi, c'est transformation aussi du rapport au travail. Le travail évolue dans son contenu, dans ses formes, dans ses organisations, mais aussi les individus ont d'autres besoins, ont d'autres types de rapports par rapport au travail. Et donc, je ne vois pas pourquoi l'Assemblée ne serait pas concernée par rapport à ça. Ce que je voulais rajouter aussi, c'est attention à 2 points, me semble-t-il. On met en avant souvent la question des managers, mais manager, c'est aussi du travail. En ce sens où ils sont eux aussi confrontés à un certain nombre de difficultés. C'est d'ailleurs parfois un levier d'action de travailler sur eux pour pouvoir transformer des choses. Donc, il ne faut pas, mais ce n'est pas le but, je pense, ici, et ce qui a été dit, il ne s'agit pas de jeter la pierre sur les managers qui peuvent avoir des comportements non adaptés, on va dire. Il faut aussi travailler sur ce que ça veut dire manager pour pouvoir en transformer les formes avec eux. Deuxième point aussi, qui est un point d'alerte, attention aux nouvelles technologies. En soi, elles ne sont pas dangereuses. Les technologies ne sont pas des déterminants stricts du développement des RPS. Ça dépend ce qu'on en fait. C'est la question de la distribution et des modes d'usage de ces technologies. Et le troisième point, ça n'a pas été dit, mais pourquoi finalement cette question de harcèlement, même avéré, c'est pas forcément reconnu, traité, etc. Parce que ça reste un sujet tabou. Moi, je vois dans des interventions où finalement les partenaires sociaux, pour être un peu large, vont tout faire pour étouffer l'affaire, si je puis dire. Donc, ce n'est pas encore, si vous voulez, rentrer dans le champ du possible, pouvoir en parler. Et enfin, peut-être pas enfin, on parle beaucoup de la dimension du subjectif, effectivement, du subjectif et de l'intersubjectivité dans les rapports entre les individus. C'est sûr que l'expérience vécue est extrêmement importante dans cette approche, mais il y a aussi des phénomènes objectifs. On sait par exemple que des conditions de travail difficiles peuvent générer des troubles physiques, comme des TMS, qui vont générer des RPS. On peut aussi objectiver des choses à travers des conditions de travail difficiles et parfois dégradées. Et enfin, par rapport à la question, pour faire vite, des recettes ou des remèdes, s'il y en avait, on les connaîtrait, ces remèdes globaux. Ce que je veux dire, il faut travailler la question localement autour de 3 points. Informer, sensibiliser, impliquer et co-construire avec les acteurs. Voilà. Je ne vois pas d'autre moyen que d'avancer dans ce sens pour justement trouver à la fois des consensus, mettre les choses en place, trouver des consensus et mettre en œuvre des modalités d'action qui doivent être discutées et intégrées par les acteurs. Voilà ce que j'ai envie de dire de manière un peu rapide en fonction des questions posées. Voilà, mesdames et messieurs. Merci, monsieur Loriol. Merci. Alors, je voulais revenir sur votre question tout à l'heure sur qu'est-ce qui fait que dans certains secteurs, c'est toléré. Marie-France Hagen disait qu'il y a des aspects individuels, mais il y a aussi des aspects, je peux dire, sociaux, puisque je prêche un peu pour ma paroisse, qui sont finalement que les gens tolèrent dans la mesure où ils ont le sentiment de s'y retrouver. J'ai travaillé sur l'apprentissage dans les métiers artisanaux, c'est-à-dire que dès lors qu'il semble y avoir une légitimité, que tel chef cuisinier est très maltraitant avec ses apprentis, mais que les apprentis ont l'impression qu'avec lui, ils vont apprendre leur métier et qu'ils ont une chance de s'installer ou d'accéder aux cuisines de grands restaurants prestigieux qui vont favoriser leur carrière, il y a une acceptation beaucoup plus grande. À l'inverse, dès lors que cette légitimité n'existe plus, on peut voir des cas, par exemple, de restaurants qui vont être gérés par des gens qui ont plutôt une approche de marketing ou de gestionnaire plutôt que de chef cuisinier. Là, la tolérance vis-à-vis des efforts et des maltraitances va être beaucoup moindre. On peut voir ça aussi entre les différents métiers. Par exemple, on peut remarquer que dans la boulangerie, il y a une tolérance, c'est un métier très pénible, la boulangerie à plein point de vue, il y a une tolérance parce qu'il y a encore la possibilité de s'installer, il y a un marché, les boulangers ont réussi à montrer qu'ils avaient un savoir-faire supérieur au supermarché. Et si on compare avec la boucherie, par exemple, là, on a beaucoup moins de tolérance parce que beaucoup de jeunes savent que finalement, leur chance de s'installer est assez peu importante. Il y a aussi une dimension sociale. Les enfants d'artisans et commerçants connaissent
un petit peu ce parcours-là, ils vont peut-être mieux le tolérer que des gens qui viennent d'autres secteurs. Des gens qui ont vu un vécu difficile auparavant, ça s'est vu dans certaines carrières de cuisiniers, et qui ont connu d'autres secteurs où il y avait aussi beaucoup de violence et de pression, vont pouvoir relativiser. Donc il y a des dimensions sociales qui sont à prendre en compte. Alors, tout ça m'amène à un élément que je voudrais, plus théorique que je voudrais avancer, c'est qu'on oppose parfois, ça a été fait ici, l'objectif et le subjectif. À mon avis, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que déjà, il y a des choses qui sont ce que j'appelle l'intersubjectif, c'est-à-dire des choses auxquelles toutes les personnes, ou la plupart des personnes d'un milieu adhèrent. Donc une croyance qui est fortement partagée dans un milieu et qui ne fait plus du subjectif individuel, parce que c'est lié aussi à la culture et aux façons de faire et au contexte, aux formes de reconnaissance aussi dans le milieu. Quand j'évoquais les milieux artisanaux où on reconnaît les efforts et où ils sont récompensés, où les gens savent que ce parcours va effectivement être payant, là on est dans de l'intersubjectif parce qu'il y a une croyance collective qui donne lieu à un fonctionnement collectif. Il y a aussi des éléments qui sont que le subjectif joue finalement sur l'objectif. C'est-à-dire que si on pense que tel problème est d'ordre plutôt individuel et psychologique, on va accompagner les personnes en les formant à mieux gérer les relations. Si on pense que le problème est plutôt d'organisationnel, on va essayer d'agir sur l'organisation en essayant de favoriser tel ou tel type ou d'intégrer tel ou tel type. Donc le subjectif et l'objectif sont dans un processus d'interaction qui se renforce ou peut avoir des effets pervers qui se complètent. Alors, sur les solutions, parce que je les ai très rapidement évoquées, ça a été dit, il n'y a pas de solution miracle. Simplement, il y a plusieurs pistes complémentaires, à mon sens, hein, qu'il faut creuser, effectivement. Tout à l'heure, il y avait une question sur pourquoi, finalement, dans les métiers où il n'y a pas de risque de perdre son emploi, il y a aussi de la souffrance, du harcèlement moral, des burn-out, tout simplement parce que le facteur de précarité n'est pas le seul facteur qui joue. Un facteur très important, ça a été dit par Marie-France Hirigoyen, c'est le fait que, notamment en France, les personnes ont à cœur de bien faire leur travail, avec une définition de bien faire leur travail qui est intersubjective. C'est-à-dire que bien faire son travail, ce n'est pas forcément la même chose dans un milieu ou dans un autre. Il y a des services hospitaliers où bien faire le travail, c'est très technique, ou d'autres où ça va être très relation personnelle. Donc il y a des définitions, mais ce qui est important, c'est que les gens aient le sentiment de bien faire leur travail. Donc, ce qui est important pour sensibiliser le management, c'est que les managers soient conscients que quand ils imposent des choses, ils prennent des décisions, il faut qu'ils aient en tête l'impact que ça peut avoir sur la façon dont les personnes auront le sentiment de pouvoir bien faire leur travail ou n'auront plus ce sentiment de pouvoir bien faire leur travail. Donc il y a effectivement des formations à faire auprès du management, mais ces formations, elles sont forcément ciblées sur chaque milieu professionnel, chaque définition de ce qu'est bien faire ou mal faire son travail, sur toutes les formes de reconnaissance spécifiques et les jeux sociaux que j'ai évoqués très très rapidement avec mon exemple de l'artisanat et des métiers de bouche. Alors, à côté de ça, il y a d'autres éléments qui me semblent très importants à prendre en compte, c'est-à-dire que l'entreprise, elle est là pour gagner de l'argent et par conséquent, ça a été évoqué par Marie-France Hirigoyen et par M. Valéry, toutes ces questions-là ont un coût. Et en termes économiques, on parle d'internaliser les coûts, c'est-à-dire d'essayer d'avoir des mécanismes qui font que les coûts qui pèsent sur la société, par exemple en termes de dépenses d'assurance maladie, puissent être en partie imputés aux entreprises qui génèrent ces coûts par des choix organisationnels qui font qu'on aura, par exemple, plus de personnes en arrêt maladie, plus de personnes en invalidité. J'ai un étudiant qui a travaillé sur un sujet très, très précis, pour donner un exemple particulier, c'est le passage aux commandes vocales dans les entrepôts logistiques. On peut mesurer le nombre en gros, évaluer le nombre de personnes qui vont être mises en invalidité, le nombre de personnes qui vont être mises en arrêt pour des problèmes de TMS ou de dépression, et donc ça a un coût. L'entreprise, elle évalue très bien le coût que représente, ou plutôt l'avantage que représente pour elle l'utilisation des commandes vocales numériques. D'après les grandes chaînes, c'est un gain de 30% de productivité. Est-ce que ces 30% de productivité ne sont pas finalement largement balayés par le coût que ça représente pour la collectivité de prendre en charge des gens qui vont être en arrêt maladie et en invalidité et qui vont, parfois à des âges très jeunes, être exclus du marché du travail de façon durable. Donc comment on internalise ces coûts ? À mon avis, c'est une piste extrêmement importante et c'est une voie qui a été utilisée aux États-Unis, notamment pour lutter contre les troubles musculo-squelettiques, avec un certain succès. Et là encore, ça amènerait l'entreprise à prendre en compte les effets en termes de santé et les coûts économiques de ces effets en termes de santé, de ces choix d'organisation. Ce qu'elle n'est pas forcément amenée à faire quand il n'y a pas d'internalisation de ces coûts. Au contraire, ces coûts sont externalisés sur la collectivité publique via l'assurance maladie. Merci, monsieur.
Madame la rapporteure, peut-être une question, une autre? Oui, Monsieur Valéry, vous avez de nombreuses fois évoqué la prévention. Est-ce que vous pensez que la formation des salariés concernés, y compris des managers, peut aider effectivement à une meilleure organisation, et je dirais à mieux vivre au travail? Mes chers collègues, avez-vous d'autres questions? Non. Non. Bien, très bien. Alors, Monsieur Valéry, puis derrière Madame peut-être Irigoyen. D'accord, très bien. Monsieur Valéry, vous avez la parole. Je soutiens mon collègue Marc Loriol sur le double propos, entre autres, qu'il a dit sur la question du travail bien fait. Les gens s'inscrivent dans cette logique-là, c'est important. Et la question du sens du travail. Et puis sur la question des règles de métier. Maintenant, sur la question, les règles de métier qui sont des indicateurs forts sur ce rapport au travail. La question de la formation dans la prévention, elle est importante. Formation des salariés, formation des managers. Mais elle n'est pas suffisante. Il ne suffit pas de former, encore faut-il que ça rentre de manière concrète, si vous voulez, dans les pratiques de travail. Donc il y a nécessité aussi, à travers, je l'ai dit, à travers de la sensibilisation, à travers des groupes d'échange, à travers des pratiques d'analyse du travail, de situations, de rentrer dans les contenus des situations, pour pouvoir échanger autour des pratiques. Alors, formation-action, c'est une solution qui permet justement de remettre en piste des éléments vécus dans la sphère de la subjectivité, mais aussi de l'objectivité, pour pouvoir rediscuter de nos pratiques professionnelles. Voilà ce que j'ai envie de dire. La formation, elle a du sens en matière de prévention que si elle s'inscrit dans les pratiques professionnelles des managers et des salariés et des personnels. Merci, monsieur. Madame Irigoyen. Oui, moi je... C'est vrai, il y a une pratique à intégrer. Oui, moi je voudrais répondre à la question que vous aviez posée et qu'on avait un petit peu zappé tout à l'heure sur la maladie et le symptôme. Je crois que c'est très important de le définir. Le stress amène des symptômes. Le burn-out n'est pas une maladie reconnue, mais c'est quand même un trouble grave qui peut avoir des conséquences graves. Et le harcèlement a des conséquences... Excusez-moi. Le harcèlement a des conséquences extrêmement graves sur la santé. Pour être un petit peu plus précise, je dirais que dans un premier temps, lorsqu'on est victime de harcèlement ou quand on commence à souffrir de burn-out, on a des troubles, des troubles de nature anxieuse, puis peuvent apparaître des états dépressifs qui peuvent avoir des conséquences graves puisque ça peut amener à des suicides. Et donc ça, il faut les repérer très très tôt. État dépressif qui est une maladie, c'est pas simplement des symptômes. Mais le problème du harcèlement, et qu'il soit moral ou sexuel, c'est que très souvent on est dans le déni. Souvent, les personnes je parle du harcèlement réel, les personnes n'en prennent conscience que quand elles sont extrêmement malades. Extrêmement malades, c'est-à-dire absolument, elles sont incapables de sortir de leur lit, par exemple. C'est un petit peu la même chose pour le burn-out, où les personnes sont en surinvestissement jusqu'au jour où elles s'écroulent complètement et ne sont plus capables d'aller travailler. Mais le problème du harcèlement, c'est que même si on arrête la personne, elle est en arrêt maladie, elle va développer ce qu'on appelle un stress post-traumatique. Exactement la même chose qu'il y a pour les attentats. Et ça se soigne extrêmement mal. Un des symptômes du stress post-traumatique, c'est qu'on est dans l'évitement. En permanence, on ressasse la situation où on a été harcelé.
on en rêve la nuit, on a des crises d'angoisse dès qu'on voit quelqu'un qui ressemble à son harceleur. Et ces personnes-là sont incapables de retourner sur leur lieu de travail. Les thérapies sont très, très difficiles. Mais très souvent, ces personnes sont désinsérées du monde du travail. Alors, Marc Loriol nous parlait du coût qu'il y a à ces problématiques. Si on apprend à les repérer beaucoup plus tôt, si on arrive à prévenir ce genre de situation, c'est une énorme économie pour la société en général. Et il ne faut pas oublier aussi, on n'en parle pas souvent, mais ce genre de problématique a un impact aussi sur l'environnement professionnel. Les collègues qui voient ça, qui voient ces situations, se démotivent et il y a une perte de motivation, souvent pour une équipe entière. Quand il y a des situations de harcèlement, même quand on l'a réglé après, en trouvant des solutions pour, par exemple, éloigner les personnes en question, eh bien, on constate que même si on fait ça, si on ne travaille pas sur les équipes qui ont été témoins de ce qui s'est passé ou qui n'ont pas voulu voir ce qui s'est passé, si on ne travaille pas pour renforcer celui qui n'a le supérieur hiérarchique qui n'a pas agi comme qui a fermé les yeux, eh bien, on sait qu'on va avoir des conséquences à très long terme sur tout un groupe de personnes. D'où l'importance de faire de la prévention. Merci, madame. Nous allons bientôt terminer cette première session. Pas d'autres questions. Madame la rapporteure, c'est bon. Je vais vous demander un mot pour conclure relativement... Excusez-moi, mais c'est comme ça, parce que nous avons les questions au gouvernement qui vont commencer et dans 10 minutes. Voilà. Et nous avons une toute petite discussion à avoir avec l'administration. Pour conclure, Monsieur Bouville, en quelques mots, s'il vous plaît. Je rejoindrai les interventions de mes collègues sur le fait qu'une approche organisationnelle, s'intéresser à l'organisation du travail, aux pratiques de GRH, c'est un moyen de questionner les problèmes de fond qui sont à l'origine souvent des situations de harcèlement moral au travail. Donc le développement d'un management par le stress, qu'on qualifie souvent via la fixation d'objectifs relevés, parfois inatteignables, via une pression très forte insufflée dans l'organisation, sont des facteurs délétères qui sont des causes importantes. Très bien, merci monsieur. Monsieur Loriol, en quelques mots, pour conclure. Tout à fait. Alors, pour être complémentaire par rapport à ce que vient de dire Grégoire Bouville, je dirais que certains enseignements sont peut-être intéressants, particulièrement dans le cas qui vous intéresse, de l'enquête européenne sur les conditions de travail que j'utilise, moi, qui sur 42 000 salariés en Europe. Et on voit notamment, je voudrais souligner un point qui peut-être qui n'a pas été discuté jusqu'à maintenant, mais qui pourrait peut-être éclairer ou problématiser un petit peu les débats, qui est que globalement, on voit que le risque de se sentir victime de harcèlement moral augmente avec le niveau de diplôme, avec une exception qui sont les diplômes techniques et les diplômes d'ingénieur. Alors c'est intéressant, pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est peut-être des domaines dans lesquels les controverses sur ce qu'est le travail bien fait sont peut-être plus facilement résolues parce qu'il y a une dimension technique, ça marche pas pour des choses de façon un peu caricaturale. Quand on est dans le domaine de l'action politique et sociale, c'est peut-être plus difficile de savoir si ça marche ou si ça ne marche pas. L'évaluation de la réussite d'une politique publique est un élément compliqué. L'évaluation du travail politique est compliquée. Ce n'est pas simplement une question de résultats chiffrés. Et par conséquent, une des pistes intéressantes de réflexion, à mon avis, pour votre groupe de travail, c'est
de se demander finalement quels sont les objectifs clairement qui doivent être atteints, quels sont les critères à partir desquels on reconnaît qu'un travail a été bien fait et comment on passe de débats sur le travail à des solutions sur le travail et non pas à des conflits personnels. Parce que bien souvent, le harcèlement moral, c'est la transformation de débats autour du travail qui ne sont pas résolus en tant que débats sur le travail, mais qui deviennent des conflits interpersonnels, donc qui sont vécus comme visant les personnes en propre. Merci, monsieur. Monsieur Valéry. Puis là-dessus, pardon, j'ai du mal à intégrer cette règle. Mais ça va aller vite. 2 points de conclusion, mais les choses ont été dites, mais je voudrais insister sur le fait qu'il faut viser, mettre en place une prévention primaire, parce qu'on voit bien que la prévention primaire, eh bien, ça joue sur un ensemble de coûts, ça a été évoqué, à la fois au niveau individuel, collectif, organisationnel et sociétaux. Le deuxième point important, à mes yeux, c'est qu'il faut chercher à mettre en discussion localement le travail réel. Les gens sont en capacité de parler de leur travail. Généralement, ils aiment parler de leur travail. S'ils ont des espaces idoines, pour trouver finalement dans ces situations-là des leviers. Parce que je pense que le travail, même s'il est parfois en souffrance, on peut y trouver aussi des leviers d'action entre les acteurs dans des logiques de co-construction. Acteurs au sens de l'ensemble des partenaires, des directions, des instances représentatives, des salariés et de ceux qui finalement constituent les situations de travail. Je pense aux organisateurs, aux concepteurs, etc. Voilà en 2 mots. Merci, monsieur. Madame. Oui, mais je serai brève. Je reprendrai ce qu'a dit Marc Loriol, qui me paraît important par rapport à... je pense que l'Assemblée nationale ne peut pas être indemne de ce genre de problématique. Et juste pour la prévention, je pense qu'il me paraît essentiel de réintroduire de l'humain. À l'heure où le management est de plus en plus centré sur des procédures, il ne faut pas oublier que derrière, il y a des humains et que ceux qui mènent le jeu sont quand même des humains, ce n'est pas des systèmes. C'est des êtres, des individuels, des individus qui doivent avoir une démarche individuelle pour chacun. Vous avez raison, et il n'y a pas de vérité révélée dans ce sens-là. Écoutez, Jean, nous allons vous remercier pour ces échanges qui vont bien nous servir pour la suite de nos travaux. À très bientôt. Nous serons susceptibles peut-être de vous recontacter pour des précisions, si vous le voulez bien. Chers collègues, nous nous retrouvons dans 15 jours pour une autre séance d'audition. Merci à l'administration. Madame la rapporteure, à très bientôt.